Et bonjour à tous, bienvenue sur ce live, sur ce webinaire. Je suis accompagné aujourd'hui de Léo. Salut Léo, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Bah, écoute, ça va très bien. On va attendre encore quelques petites secondes que tout le monde nous rejoigne. Je vois que les gens commencent à arriver. Peut-être qu'en attendant, tu peux expliquer pourquoi on se fait ce webinaire, comment on s'est connus et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ouais. L'objectif du webinaire, donc aujourd'hui, ça va être de pouvoir échanger, discuter, partager un peu notre retour d'expérience sur plusieurs cyberattaques sur lesquelles on a pu participer, de voir un peu les enjeux qu'Akil peut apporter aux sociétés et puis ce qu'LMGM apporte également aux sociétés. On s'est rencontrés donc sur une cyberattaque, on a pris l'habitude de travailler ensemble et aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas continuer ce beau parcours. Effectivement. Du coup, on va encore attendre quelques petites minutes. On va rester ensemble 3 quarts d'heure. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat. Normalement, on peut faire ça avec LinkedIn. Le format est un peu nouveau. On espère qu'on renouvellera l'expérience. Mais en tout cas, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas non plus à nous le dire dans le chat. On va bientôt commencer. On va afficher le support. Allez, je vous propose de commencer. Tout le monde arrive gentiment. Donc, en gros, ça va être 3 parties. Une première partie, je vais vous présenter vraiment des anecdotes de ce que j'ai pu réaliser. Donc, moi, je m'appelle Eric Schmittlin. Je travaille chez Akil. Akil, c'est un cabinet de conseil et d'expertise en cybersécurité. En particulier, ce que je fais en majorité, c'est du test d'intrusion, c'est-à-dire vraiment attaquer des entreprises qui sont volontaires et qui ne payent même pour ça, pour leur remonter toutes leurs vulnérabilités ou en tout cas un maximum de vulnérabilités. Ça fait évidemment tout un tas d'anecdotes, comme vous en doutez. Le but, c'est pas du tout de dire d'afficher des entreprises déjà parce qu'on les citera pas. C'est vraiment de montrer des exemples criants de faux sentiments de sécurité et de finalement comment, avec des actions d'audit, on peut se rendre compte que parfois on pense être sécurisé et on l'est pas forcément parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pris en compte. Donc on verra aujourd'hui vraiment toute la complexité de ce qu'est la cybersécurité. Et lui, Léo, va faire pareil, il va vous raconter des anecdotes, mais Léo, lui, il travaille plutôt sur le côté sécurisation, mais il vous en parlera mieux que moi. Allez, je vous propose sans plus attendre de commencer vraiment directement par vous donner 2-3 anecdotes, par vous parler des anecdotes de tests d'intrusion. Alors la première anecdote dont je vais vous parler, c'est l'anecdote du test d'intrusion qui a duré 10 secondes. Donc 10 secondes pour un test d'intrusion, c'est assez court. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose en fait qu'on fait quand on fait un test d'intrusion, c'est tout simplement d'afficher le code source de la page. Donc s'il y a des gens du métier parmi nous, vous êtes en train de vous dire que je suis un sacré hacker, effectivement, il y a besoin d'aucune compétence technique pour afficher le code source de la page. C'est ce qui permet de dire à votre navigateur, ici, il faut afficher le logo Google, ici, il faut mettre la petite boîte dans laquelle on va faire sa recherche, etc. Bon, bref, la source, elle est accessible à tout le monde. Quand on fait un audit d'une application, d'un site web, on commence toujours par ça, parce que c'est souvent révélateur. On trouve souvent des petites choses cachées qui ne sont pas visibles graphiquement à l'écran, mais qui derrière sont intéressantes pour nous. Et en l'occurrence, dans ce pen test-là, sur ce test d'intrusion, il y avait ce petit bout de code, alors qu'elle est un petit peu obscure comme ça, mais en fait, ce petit bout de code, ce que vous voyez là, n'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle la clé secrète, qui est en fait le mot de passe de toute l'infrastructure dans le cloud Amazon de notre client. Donc, c'est-à-dire que quelque chose qui devrait être protégé comme vraiment les joyaux du royaume se retrouvait dans le code source de la page, accessible à quiconque faisait un clic droit pour voir le code source. Et puis avec ça, vous pouvez vous connecter à toute leur infrastructure Amazon, voir tous les serveurs qui tournent, vous connecter dessus, récupérer toutes les données, etc. C'était problématique puisque c'était secteur santé. Et donc, effectivement, on voit que malgré ce qu'ils avaient mis en place, ici, avec simplement afficher le code source, on avait un accès super administrateur à tout, les logs, les fichiers, les bases de données, les comptes, tout. Et globalement, l'audit était fini. Alors, on a continué pour aller sur d'autres vulnérabilités, mais quand on a ça, en fait, on a tout compromis et donc on est déjà sur le chemin d'attaque le plus grave qu'on peut trouver.
Donc finalement, ce qui ne les a pas sauvés, c'est, les 3 gestionnaires de projet qu'ils avaient pour, gérer ce projet informatique. Ça fait beaucoup 3 gestionnaires de projet pour une appli de cette taille. Le développement offshore, du coup, parce qu'en Inde, c'est moins cher, parce que ça coûte 100 € par jour un développeur, mais au final, à 100 € par jour, on a ce qu'on a. Et du coup, les développeurs n'avaient aucune notion, même de la notion de client, de serveur, de ce qui doit être affiché au client et de ce qui doit surtout pas être affiché au client, en l'occurrence le mot de passe pour accéder à tout. Et ce qui les a pas sauvés, c'est leur assurance cyber, hein, c'est très bien, ils étaient assurés, mais l'assurance, elle n'aurait rien pu faire parce que c'est une négligence de développement et je suis pas sûr que ça aurait été, couvert. Par contre, ce qui les a sauvés, c'est, le test d'intrusion qu'ils ont eu la bonne idée de faire sur l'application, puisque là, on a trouvé la vulnérabilité, ils ont pu y remédier. C'est un audit de l'infrastructure AWS parce qu'en plus de ça, on a audité vraiment leur infrastructure cloud et donc on a implémenté des mesures pour que demain, ça ne soit plus possible. On n'aura plus une clé comme ça pour accéder à tout. On a de la segmentation au sein de leur infra AWS. Et puis, ce qui les a sauvés, c'est aussi le fait de rapatrier le développement un petit peu plus près de chez eux pour avoir des gens sous le coude qui parlent la même langue, avec qui il n'y a pas d'incompréhension au quotidien, ce qui a permis de terminer le développement. La deuxième petite anecdote, c'est le poste de travail magique. Qu'est-ce que c'est un poste de travail magique? C'est ça. Voilà, je vous montre même une capture d'écran de ce qu'est un poste de travail, magique. C'est une vraie capture d'écran, c'est pas exactement le client, c'est un autre. En gros, nous, on fait de la veille sur, le deep dark surface web et des fois, on trouve, des données que s'échangent les attaquants entre eux. Ici, en l'occurrence, ils s'échangeaient des données, d'accès VPN à des clients qui étaient clients chez nous. Pourquoi on a cette capture? Parce qu'en fait, ce qui est à l'origine de la fuite de données, c'est ce qu'on appelle un infostealer. C'est un logiciel malveillant qui s'installe sur le poste et qui va voler toutes les données, les mots de passe enregistrés, les profils VPN, bon bref, tout ce qui est intéressant pour un attaquant, même des bitcoins si vous en avez. Et pourquoi on a cette capture? Parce que l'infostealer, il fait aussi des captures d'écran au moment où l'ordinateur est compromis. Et donc là, on a une capture d'écran qu'on a récupérée pile au moment où il est compromis. On peut voir qu'il est sur une vidéo YouTube et que cette personne est en train d'essayer d'installer un crack. Donc c'est une personne qui a tenté d'installer un crack et le crack était en fait un infostealer qui a volé toutes les données. Et c'est là qu'on a détecté, parce que les données sont passées sur le web, on les a vues. Et qu'est-ce qu'on remarque sur cette capture d'écran? Que pour installer le crack, bien entendu, il a fallu désinstaller la protection antivirus sur le poste de travail. En quoi elle est intéressante cette anecdote? Parce que, alors voilà, on a volé plein de données, donc ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on voyait passer, hein. Donc là, vous avez la structure d'un infostealer à gauche avec, tout ce que ça a volé, les téléchargements, les cookies, les fichiers, l'historique de navigation, les mots de passe et cetera. Bon bref, on a tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient un EDR et du coup, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est: «On a un EDR, on comprend pas pourquoi vous trouvez ce genre de vulnérabilité, ce genre de malware, il doit être détecté par un EDR». En fait, non, parce que c'était le poste de travail magique, à savoir un poste de travail d'administration que tous les administrateurs de l'entreprise se refilaient entre eux. C'était une boîte d'infogérance. Ils se le refilaient pour, voilà, mon ordi est en panne, j'ai oublié mon ordi chez moi, je suis plus en télétravail, bon, est-ce que tu peux me prêter le poste de prêt? Et du coup, ce poste, il a tourné auprès de tous les administrateurs, il avait aucun antivirus, tout le monde s'est connecté avec les accès de tous leurs clients dessus et du coup, on avait un vrai point de risque concentré à un endroit. Il y a quand même quelque chose qui les a sauvés, c'est que leurs clients avaient la clairvoyance, d'avoir de l'authentification à 2 facteurs et du MFA sur tous les accès VPN, auprès de cet infogérant. Donc malgré le fait que tous les profils VPN et que, les mots de passe des clients aient fuité, on n'a pas eu d'incident chez les clients. Ils ont quand même, coupé les ponts, de manière préventive, mais on s'est rendu compte que finalement il y avait pas tant de problèmes que ça, parce qu'il y avait de l'authentification à 2 facteurs, donc on n'a rien observé de problématique. Et puis, ce qui les a sauvés, c'est surtout d'avoir une veille sur les fuites de données. C'est ce qui nous a permis de rattraper ce cas au passage. Sinon, clairement, ils auraient été jamais, au courant. Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on l'a vu sur Telegram. Les données se sont retrouvées changées sur Telegram et ont veillé sur ce canal-là. Donc ils ont pu être avertis. Donc ça, c'était le poste de travail magique. Alors pour information, l'anecdote du poste de travail magique, on l'a eu chez 2 clients. On a un autre client qui a aussi, eu, un cas de poste de travail magique qu'on s'est changé, qui avait rien dessus, aucun antivirus. Troisième anecdote, c'est l'anecdote, de l'autoconnect. Alors vous allez voir, celle-là, elle est encore particulière. Donc là, on se place dans le contexte d'un test d'intrusion sur une application web. C'était une application, grand public, hein, où tout le monde pouvait s'inscrire et commander dessus. C'était une boutique en ligne.
Et à un moment, on nous a demandé un audit de code. Donc l'audit de code, ça va encore plus loin que le simple, on va dire, le simple audit de l'application web, puisque là, on va vraiment récupérer tout le code, on va fouiller dans tout le code, voilà, retourner un petit peu tout et voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. En général, on trouve pas mal de choses. Là, on a trouvé quelque chose encore plus pas mal que d'habitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que développer une application web, je ne sais pas s'il y a des développeurs parmi nous, c'est un vrai foutoir, hein, pour être très concret. C'est des dépendances dans tous les sens, c'est des bugs dans tous les sens, c'est des technologies qui sont un coup compatibles, un coup plus compatibles. Il faut faire une prod, une dev. Enfin, en fait, c'est extrêmement complexe, beaucoup plus que ce que ça a été à une certaine époque. Et du coup, ça fait que le développeur, il a besoin tout le temps de se connecter sur l'application et de se déconnecter, de se reconnecter régulièrement pour aller faire ses tests, aller voir si les derniers changements qu'il a fait, bah, finalement, ils fonctionnent. Donc ça, c'est ce que fait un développeur. Mais du coup, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même pas très pratique de devoir en permanence se connecter sur l'application à chaque fois qu'on fait une modification. Et bien, ce développeur, il était d'accord avec nous. C'est pour ça qu'il a créé alors c'est du Ruby, hein, pour ceux qui connaissent le langage. Il a créé une route sur l'application, il a créé un chemin d'accès, une URL qui s'appelle autoconnect/connect. Mais là, attention, il s'est dit, cette URL, elle n'est accessible que dans l'environnement de développement. Et effectivement, il y avait bien un bouton autoconnect. On déduit au nom que c'est pour se connecter automatiquement, mais on voit bien qu'il y a une condition, un if, qui dit que si l'environnement est le développement, c'est-à-dire qu'on n'est pas en production, on n'est pas sur la version de l'application accessible à tout le monde, ça ne s'affichera pas, ça ne s'affiche qu'en développement. Donc là, à ce stade, je me dis, bon, c'est pas si grave, on a un bouton pour se connecter automatiquement, mais c'est que en développement. En fait, non, le bouton n'apparaît que sur la version de développement, mais si on regarde l'autre bout de code, l'action de connexion automatique est accessible sur tous les environnements, il n'y a aucun problème. Et du coup, elle fait quoi cette action? Bah, si elle fait tout simplement, elle vous connecte en tant que développeur, en tant qu'administrateur sur l'application. On va être très concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tapez dans la barre d'adresse /autoconnect/connect et vous êtes connecté en tant qu'administrateur sur l'application. C'est ce qu'on appelle une bonne vieille backdoor, une bonne vieille porte dérobée que s'était mis le développeur pour aller plus vite dans ses développements. Mais au final, c'était disponible en production et je suis allé vérifier rapidement. Et effectivement, sur une application où il y avait des milliers, enfin même des dizaines, voire bien 50 000 utilisateurs, vous pouviez accéder au profil admin et voir les coordonnées bancaires de tout le monde et tout voir simplement en tapant dans l'URL /autoconnect/connect. Donc celle-là, c'est clairement une des plus critiques parce que c'est le niveau zéro de l'exploitation. Si vous connaissez la petite astuce, vous pouvez être admin sur l'application. Ce qui ne les a pas sauvés, bah, c'est un test d'intrusion. Je suis en train de vous dire que c'est super les tests d'intrusion, mais en vrai, le premier test d'intrusion qu'on a fait, on n'avait pas accès au code, ça, on l'a pas vu. En fait, il n'y a aucun moyen de voir ça si vous n'avez pas accès au code. Et donc, ce qui les a sauvés sur ce coup, c'est vraiment l'audit de code où on est allé voir en profondeur ce qu'on peut trouver dans cette application. Et donc, on aurait pu dire aussi un audit de configuration, ça marche aussi, hein, quand on regarde ce qui se passe sur le réseau, ce qui nous sauve, c'est pas forcément de se comporter que comme un attaquant, mais parfois aussi d'avoir accès au contenu du code ou à la configuration de l'infrastructure. Ce qui ne nous a pas sauvés non plus, c'est leur super firewall applicatif. Alors, c'est extrêmement pratique, hein, ça bloque des attaques, un firewall applicatif, un WAF, mais ça, en l'occurrence, ça ne le bloque pas du tout parce que les outils de sécurité qui protègent les sites web ne savent pas dire que la route /autoconnect/connect est potentiellement malveillante. Donc, en l'occurrence, ça n'aurait rien changé d'avoir un super firewall. Donc voilà un petit peu 3 anecdotes, hein, que je vous ai citées, qui sont intéressantes parce qu'elles sont toutes révélatrices du fait que la cybersécurité, et Léo insistera là-dessus, ce n'est pas juste faire un test d'intrusion, ce n'est pas juste mettre un antivirus, c'est vraiment un ensemble de mesures et si vous n'avez pas un ensemble de mesures, vous allez toujours avoir un trou dans la raquette et j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, vous aurez toujours un trou dans la raquette. Le but, c'est de diminuer autant que possible, la taille du trou. Je vais céder la main à Léo, hein, qui va nous présenter sa partie, qui va nous présenter ses anecdotes à lui. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Léo, c'est à vous. Merci. Alors bonjour pour ceux qui nous ont rejoints en route. Pour faire un petit rappel, donc MGM Solutions, une société qui intervient principalement quand il y a eu la cyberattaque. Donc on passe normalement, si on intervient, c'est que tout n'a pas été fait correctement. L'objectif de ces 3 anecdotes, c'est de vous faire remonter 3 petites, on va dire, histoires qui auraient pu permettre d'éviter d'avoir une cyberattaque compromettant l'ensemble du SI. Donc l'objet, alors, hop,
L'objectif, la première anecdote, c'est chez un client. On a été appelé, donc un client qui est situé sur Paris. On a été appelé un matin nous disant comme quoi plus de poste, plus de serveurs. Les sauvegardes, on ne savait pas trop. Le client ne savait déjà pas trop combien de serveurs il avait, combien de PC il avait. C'était un peu compliqué, pas vraiment de responsable technique en interne, et tout était géré par la société qui gère leur applicatif, leur ERP. Donc, ils ont monté un contrat MCO basique, mais avec un éditeur de logiciel. En arrivant là-bas, en fait, on s'est rendu compte que les dernières backups dataient de 7 mois en arrière et qu'elles avaient été arrêtées par un stagiaire de cette fameuse ESN parce qu'il en avait marre. Tous les matins, il recevait les rapports disant comme quoi les backups ne fonctionnaient pas. Et donc, au bout d'un mois, il s'est dit, si ça ne fonctionne pas, on va faire quelque chose d'hyper intéressant. On va les enlever. Donc, il les a toutes désactivées et on s'est retrouvé en cyberattaque à expliquer au client que ces 7 derniers mois de backup allaient lui manquer. Donc, par chance, aujourd'hui, on est dans un milieu où on échange énormément par mail, par Teams, par des shares un peu diverses et variées. Il a récupéré une bonne partie de ses documents, mais pour tout ce qui était perte de relation d'approbation avec le domaine, qu'on ne pense pas forcément, des VM qui n'avaient jamais été backupés, donc rien pu faire et on ne peut pas pouvoir repartir. Le client était dans une période, on va dire, de très gros business pour lui. Donc, on a été obligé de remonter le SI sous 15 jours. Et donc, c'est de là où on a entamé toute cette partie de remonter depuis rien, ou quasiment rien, les sauvegardes, et puis repasser sur chacun des postes, sur chacun des serveurs. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place toute la partie micro-segmentation, filtrage applicatif, et qu'on parlait juste avant, pour être vraiment très précis dans le filtrage. On leur a blindé le VPN avec une double authentification, plus un certificat, ce qui n'était pas le cas avant. On a mis en place également donc sur la partie tiering, il y a un modèle de poste d'administration. On a été obligé de former, parce que pour la petite histoire, c'est la personne qui gère le recouvrement qui s'occupe de toute la partie informatique en interne là-bas. Donc c'est assez exceptionnel à voir, c'est plutôt intéressant. On a fait également les entretiens d'embauche pour leur nouveau responsable informatique qui vient d'arriver parce que à un moment donné, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas continuer de grossir et de rester comme ça et de faire que tout le monde fasse un peu n'importe quoi. Donc voilà, et aujourd'hui on travaille encore avec eux, on les accompagne, on fait des audits réguliers avec eux, notamment on peut faire appel à Akil pour faire des audits, pour voir si ce que nous on sécurise a été fait correctement, si Akil arrive à trouver de nouvelles vulnérabilités ou de nouvelles failles sur le SI, pouvoir les corriger au plus vite et pouvoir être continuellement dans l'avancement de la sécurité interne. Donc, ce qui ne les a pas sauvés, pour le coup, c'est le prestataire qui reçoit des jobs d'erreur et qui les coupe. J'ai envie de dire, même ne plus recevoir un job, tout court, un rapport de job, il faut quand même à un moment donné se poser des questions et pouvoir regarder ce qu'il en est et pourquoi on ne le reçoit pas. Ce qui les sauvera pour plus tard, pour moi, ça va être justement, déjà, on a fait externaliser une partie des sauvegardes dans un cloud dédié, plus les bandes et le NAS qu'ils ont en interne, déconnectés, hors ligne. La mise en place du tiering et des micro-segments. Donc là, pour le coup, la personne qui avait fait le réseau là-bas, donc qui était l'éditeur logiciel, n'avait encore jamais vu des VLAN portés par un firewall. Bon, on leur a présenté, et puis du coup, maintenant, tout est bien qui finit bien. Les révisions de délégation de droit, en effet, forcément, du coup, les comptes utilisateurs étaient admin du domaine pour la plupart, admin des PC, admin des applicatifs. C'était vraiment un peu n'importe quoi. Il y avait même des IP publics sur le firewall qui étaient destinés à l'administration depuis à peu près n'importe où en France. Et la mise en place donc, du poste d'administration, le poste PO, Privilege Access Workstation, qui leur permet de les bloquer, les loquer sur pas mal de choses, de manière à ce qu'ils ne puissent pas faire n'importe quoi non plus. Pour la petite anecdote numéro 2, on a parlé là des backups, je voulais vous parler un peu de toute la partie réseau. Je pensais sincèrement que les gens commençaient à se rendre compte de l'importance d'un réseau bien isolé, bien hermétique. C'est pas le cas. Aujourd'hui, la plupart des cyberattaques sur lesquelles on intervient, on a un réseau à plat, tout dans le même VLAN, porté par des switches. Il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas d'ACL, il n'y a rien du tout. Donc, on est arrivé chez un client et l'expert réseau, le responsable réseau en interne, nous dit, voilà, on s'est fait cyberattaquer. C'est la 3e en 2 ans.
Apparemment, déjà ça, ça les choquait pas. Et puis en fait, ils ont jamais fait évoluer le réseau. Donc on avait un réseau sur un même VLAN. Forcément, un PC s'est fait attraper, donc malheureusement, il s'est fait chiffrer par Medusa. Et à partir de là, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Ça s'est arrivé dans la nuit à 2h du matin. À 8h le lendemain matin, en arrivant, tout était déjà fini, tout était déjà chiffré. Donc la chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont eu une panne sur un switch qui a fait que ça a coupé la seconde Benetal sur laquelle était hébergé un réplica de la production, ce qui leur a permis de repartir. Sinon, ils n'avaient plus de backup, les backups étaient chiffrés, tout était chiffré, c'était du n'importe quoi. Donc c'est là où le filtrage réseau est hyper important. À un moment donné, il faut absolument que les gens commencent à se rendre compte que des VLAN, en effet, c'est contraignant, mais une fois que c'est mis en place, souvent l'administration se fait de manière vraiment très simple. J'invite vraiment tout le monde aujourd'hui à commencer par revoir un petit peu son réseau. Ça ne fait pas tout, mais en tout cas, ça peut permettre d'isoler une partie et de ne pas reconstruire à zéro. Et c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui. Dire qu'on ne se prendra pas une cyberattaque, je ne suis pas sûr que ce soit possible, surtout dans l'époque où on est. Par contre, si demain on peut contrôler l'attaque, limiter l'attaque et connaître nos points de faiblesse, j'ai envie de dire, et s'assurer qu'on a délimité le périmètre d'attaque, à partir de là, on saura repartir beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus saine. Ils n'avaient jamais fait de tests d'intrusion, donc jamais appelé à kill pour le coup. Pour moi, c'est ce qui les aurait sauvés parce que c'est ce qui serait remonté en priorité. Il y aurait eu des actions à mener après, mais par contre, ça leur aurait permis de se rendre pleinement conscience de la folie du seul et unique VLAN. La centralisation de leur dispositif réseau, pour le coup, tout était dans la même baie, c'était pas top, et personne ne savait vraiment gérer. Ils avaient fait mettre en place un firewall sans formation. Je pense qu'il y avait ça aussi qui ne les a pas sauvés, c'est le manque de formation, très clairement. Et puis la supervision de leur RSI, je pense que la direction générale, aujourd'hui, s'est dit il va peut-être falloir mettre 2-3 billets par an pour pouvoir faire évoluer ça, pour pouvoir faire grandir le réseau au fur et à mesure que la société grandisse, et qui ne pouvait plus rester pendant 10 ans à pas avoir modifié quoi que ce soit parce que ça marche. On ne touche pas parce que ça marche, c'est un bon concept, il ne me plaît pas trop, mais en tout cas beaucoup l'utilisent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont un système de supervision qui est beaucoup plus fonctionnel. Aujourd'hui, ils peuvent voir les logs, ne serait-ce qu'au niveau du firewall. On leur a fait poser des petits URL qui se mettent à jour régulièrement avec les IP à blacklister sur les firewalls de manière à prévoir un petit peu si jamais des utilisateurs cliquent sur un lien un peu méchant. Et puis, on a, pareil, fait de la micro-segmentation applicative, fait du filtrage dans tous les sens, isolé un maximum de backup. On n'a pas pu les mettre en ligne pour le coup, malheureusement. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Et l'isolation, donc dans un tiers 0 de toute partie ayant un secret, donc PKI en modèle tiers 0, Active Directory siloté et resiloté, sur du 3 tiers pour eux, avec des postes PO dédiés par tiers physique. Souvent, c'est la partie la plus compliquée à mettre en place. Et puis, j'espère demain qu'ils vont commencer à faire des tests d'intrusion régulièrement. Donc, le cas d'école, on a été appelé, pareil, sur une intrusion chez un client, un hébergeur français qui hébergeait pas mal de sites web et de données clients en tout genre, des bases de données, etc. Et puis, le client s'est rendu compte d'une intrusion un matin. Mais il s'est rendu compte d'une intrusion un peu particulière, c'est que la personne se connectait en fait depuis 6 mois, 1 an sur 30 domaines en même temps. Donc il avait réussi à récupérer en passant par un site web l'accès aux 30 domaines. Donc on s'est dit il y a quand même un petit problème parce que passer sur un domaine, arriver à être administrateur et puis accéder à l'ensemble des serveurs à côté, c'est du vu, c'est du déjà vu. Maintenant quand même que les données clients de différents clients, notamment les 30 domaines, se retrouvent à être ouverts les uns aux autres et que l'attaquant est par simple clic réussi à se connecter sur l'ensemble des 30 domaines, ça nous inquiétait un petit peu plus. Donc là, le client il nous a dit, il faut qu'on change tout ça, il va falloir qu'on vous proposiez une solution. Donc ce qu'on lui a proposé, c'est tout simplement déjà une isolation par le réseau, forcément, on va reprendre un peu la base, l'isolation par le réseau des domaines entre eux. Et quand je dis domaine, on va plutôt parler des infrastructures clientes. Les infra clientes,
étaient du coup dissociés. Et puis, la mise en place d'un modèle de tiers, donc avec une VM dans un VLAN par client. Donc, il y avait 30 VM pour 30 clients, donc pour 30 domaines. Une VM d'administration. Donc, l'objectif, ça a été de pondre un script qui monte la VM, qui la met dans le bon VLAN, qui lui passe les bonnes GPO, qui l'ardonne un petit peu, et puis après, derrière, qui va créer un silo T0, qui met les Active Directory dedans, qui va pousser la machine PO également dedans. Alors, pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec tout ce qui est silotage, c'est grossièrement le principe de dire qu'un utilisateur ne va pouvoir venir s'authentifier que depuis un PC, et ce PC-là en question, et pas un autre. Donc, ce qui va permettre de protéger le compte d'administration. Donc, le script, on l'a passé et on a réussi à siloter en une nuit les 30 Active Directory et les 30 infrastructures clients. Ce qui les a pas sauvés, c'est les politiques de sécurité client. Je pense que il est important également pour les sociétés de demander des rapports d'audit, de demander à son hébergeur de se faire contrôler régulièrement d'un point de vue sécurité, de faire faire en tout cas des audits de pentest ou alors ce qu'on appelle nous des guides de sécurité où on vous fait des préconisations un peu en termes de sécurité. Mais c'est important de le faire et je pense qu'ils auraient dû le faire déjà depuis bien longtemps. Et bien évidemment, les domaines reliés entre eux, ça c'est pas possible. On a dû changer ça. Donc les tests d'intrusion aujourd'hui sont réguliers chez ce client. Ils les font deux fois par an et ils changent de prestataire, c'est-à-dire que c'est jamais les deux mêmes qui le font dans l'année. Il va y avoir un peu de torne. La mise en place du modèle tiering qui leur a permis d'isoler, ça leur a pas simplifié la vie, mais par contre ça sécurise bien les comptes d'administration. Et puis le renforcement de tout ce qui est politique de sécurité au niveau Active Directory avec un petit peu de hardening, que ce soit sur les postes d'administration, sur les Active Directory et sur les comptes utilisateurs. Merci, merci Léo pour ces 3 anecdotes. Donc là, vous avez eu 6 anecdotes avec différents niveaux de technicité de ce qu'on a pu voir. Là maintenant, on va quand même parler un petit peu de solutions parce que c'est bien beau tout le temps de taper sur les clients, mais finalement, si on était à leur place, est-ce qu'on ferait la même chose? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est surtout de parler de solutions. Et nous, on s'est dit que c'était aussi important de sécuriser avec des entreprises comme MGM qui vont vraiment aller implémenter les correctifs que de tester pour savoir ce qu'on doit sécuriser. Et en fait, on a travaillé là-dessus et on s'est penché sur une proposition qu'on pourrait faire aux entreprises et aux organismes, aux organisations en France. Léo, si tu peux peut-être nous faire le panorama de ce que tu as vu toi dans les crises où tu es intervenu. Ouais. Donc moi, je suis pu intervenir déjà sur certaines crises qui ont été un petit peu médiatisées, comme l'hôpital de Corbeil-Essonnes en août dernier, des assurances à prix, des gros groupes cosmétiques privés dont on taira le nom, donc du public, du privé. À chaque fois, on en conclut la même chose, c'est il faut à un moment donné qu'il y ait une compétence Blue Team, une compétence Red Team, et que cette compétence tourne constamment. Donc c'est ce qu'on a voulu vous proposer avec Eric aujourd'hui, c'est justement de se dire par un partenariat, parce que Eric fait très bien la partie Red Team, nous on fait très bien la partie Blue Team, mais par contre on fait très mal la partie Red Team et inversement. Donc l'objectif c'était plutôt de se dire est-ce qu'on peut pas se renvoyer la balle constamment avec une solution qui permet, il y en a un qui teste, l'autre qui sécurise, et puis quand il y en a un qui voit quelque chose, il n'hésite pas à en faire part à l'autre, de manière à ce qu'il y ait un réel échange et une réelle dynamique autour de cette sécurisation-là. C'est ça. Donc en fait, on a imaginé un modèle où il y a 3 points d'entrée. Et on a fait un petit schéma pour l'expliquer. Et donc, on a fait un partenariat. On est 3 entreprises, principalement Aquil et MGM et Chrysalis, j'en parlerai aussi. En gros, vous ne savez pas ce que vous devez sécuriser. Vous êtes une entreprise naissante, vous n'avez pas connu une cyberattaque. Vous me dites, OK, par où je commence? Et bien, on part du principe que c'est mieux de commencer par un test d'intrusion ou en tout cas une démarche d'audit pour aller identifier les failles de sécurité de votre SI. Et du coup, nous, de notre test d'intrusion, on va ressortir des recommandations qui sont à implémenter sur le système d'information. Et c'est là où en fait on se rejoint, puisque les recommandations vont être implémentées par Léo, notamment de chez MGM. Et du coup, il y a aussi un autre point d'entrée que Léo va nous détailler. Ouais. Donc c'est quand vous souhaitez plutôt, soit vous avez subi une cyberattaque, soit vous avez déjà cette démarche de venir vouloir réaliser des premières préconisations. Dans ce cas-là, MGM va venir avec des préconisations, j'ai envie de dire, de bonnes pratiques
va sécuriser avec vous ou va vous faire sécuriser en vous suivant. Ça, après, derrière, c'est un peu chacun sa sauce, chacun a sa façon de travailler. Et à partir de là, on va venir vous conseiller ensuite, à la fin de cette sécurisation, d'aller tester tout ça et de pouvoir faire contrôler ça. Donc voilà, donc on est dans un vrai cercle vertueux où finalement on peut dire, bah, on implémente des correctifs, on vérifie avec un test d'intrusion que bah, ces correctifs ils sont efficaces, et si on trouve d'autres choses, on va aller recorriger et retrouver ce qui ne va pas et recorriger, etc. Et tout ça, bien entendu, sous une dynamique temporelle qui est à définir. Ça peut être tous les ans, tous les X années, enfin voilà. En tout cas, voilà, nous, on s'est arrêté aux audits, aux recommandations. MGM s'arrêtait à on a tout remis d'équerre, et il manquait clairement du lien entre les deux parce que les menaces évoluent constamment et votre SI doit donc évoluer constamment. Et il y a un troisième point d'entrée qui est Chrysalide, qui est la troisième entreprise partenaire, qui font eux vraiment de la gestion de crise à chaud, hein, et au sens large du terme, avec l'aspect de communication et autres, qui ne sont pas forcément techniciens, mais qui eux peuvent prendre le point d'entrée de j'ai subi une cyberattaque, je ne sais pas quoi faire. Et donc il y a un troisième point d'entrée vraiment à chaud au cœur de la crise, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, hein, sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, où c'est comme ça notamment qu'on s'est connu. Donc voilà ce qu'on propose et ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est ce partenariat-là avec un côté MGM sécurisation. On ne va pas forcément le passer en revue parce que c'est du commercial, et puis vous aurez le replay et le support à la fin. Pareil pour les tests d'intrusion, on pourrait vous expliquer ce qu'est un Red Team, mais certains d'entre vous le savent certainement. Ce qui est important, c'est vraiment la démarche qu'on a voulu vous proposer avec ce qu'on vient de vous expliquer. On arrive vers la fin du webinaire. On a prévu du temps exprès pour répondre à vos questions. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à poser vos questions dans le chat, hein, si vous en avez. On va aller tout de suite ouvrir le. Alors, on a une question. Alors, ce n'est pas une question, effectivement, c'est une réflexion qui est intéressante. On nous dit, bah, en fait, finalement, on ne peut pas faire confiance forcément aux acteurs SaaS. Dire qu'on est chez Amazon, ce n'est pas forcément un gage de confiance. Et je pense que cette réflexion, elle est effectivement intéressante. Elle est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est vendu comme un argument commercial de dire on est chez un hébergeur HDS, par exemple, hébergeur de données de santé. Mais en fait, être chez un hébergeur de données de santé, ça ne veut pas dire que vos données sont en sécurité. Ça veut dire que votre hébergeur répond à un cahier des charges avec certains critères. C'est en fait dans le cloud un modèle de responsabilité partagée. L'hébergeur respecte ses engagements, mais vous, si vous prenez votre mot de passe, votre clé privée de l'infrastructure et que vous la diffusez sur le site internet à qui mieux mieux, bah forcément, tout le monde pourra accéder à vos données. Donc voilà, effectivement, attention aux arguments commerciaux. Pareil, hein, on entend souvent parler du hébergé en France, made in France. Alors c'est bien pour la souveraineté en termes de sécurité, ça ne vous donne pas plus de sécurité que d'être chez un acteur américain. Il faut aussi distinguer les sujets de souveraineté, les sujets de maîtrise de la donnée, de conformité, notamment avec le RGPD, des sujets de sécurité qui souvent sont un petit peu confondus. Donc oui, on ne se fait pas avoir par les arguments commerciaux. C'est pas parce qu'on est chez Amazon, chez Google ou chez Microsoft, y compris si on est entièrement chez Microsoft 365, qu'il n'y a rien à faire, hein. Y compris dans la configuration par défaut, on peut avoir de la vulnérabilité. Et même si le Microsoft, AWS ont cette couche de sécu en effet avec ces normes, rien n'empêche justement d'en rajouter une de votre côté, que ce soit en chiffrant vos données, en faisant des audits, en contrôlant régulièrement votre sécurité. Au pire, ça vous fera qu'améliorer votre sécurité et augmenter vos chances de passer à travers une cyberattaque potentielle. Avons-nous d'autres questions? On a quelques-uns connectés. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Vous pouvez les mettre dans le chat, on y répondra avec plaisir. Dans tous les cas, sachez qu'on mettra à disposition le replay et le support de la formation qui vous sera envoyé. Alors, on a une question. On n'a pas parlé d'analyse de risque. Effectivement, on n'a pas parlé d'analyse de risque. Là, on a parlé, on va dire, de plutôt la partie technique, concrète des choses. On n'a pas parlé de la partie gouvernance de la cybersécurité. Mais finalement, pour avoir une cybersécurité qui fonctionne,
il vous faut de la gouvernance, de la sensibilisation, du test d'intrusion, des acteurs de l'informatique qui fonctionnent, etc. Et oui, les analyses de risque ont une place là-dedans. L'analyse de risque, c'est ce qu'on peut faire à haut niveau pour déterminer sur un système ou sur une entreprise quels sont nos risques en termes de cybersécurité, avant même des fois que le système existe et été conçu, on peut le prévoir dès le début, by design, et implémenter dès le début des mesures. Donc typiquement, dans l'anecdote qu'expliquait Léo, où on n'avait aucune segmentation, on avait un réseau à plat et on avait 30 domaines qui se parlaient, une analyse de risque faite en amont aurait clairement identifié qu'il faut mettre en place la segmentation pour faire de la défense en profondeur en cas d'attaque. Donc ça aurait pu nous sauver, notamment dans ce cas-là, on n'en a pas parlé, mais c'est tout à fait judicieux. Donc effectivement, c'est ce qu'on fait en général au début dans les entreprises. Après, malheureusement, dans la majorité des organisations dans lesquelles on arrive, il y a eu 0 démarche d'analyse de risque, ou alors il y en a eu, mais elles ont été faites comme trop souvent, parce qu'on nous a demandé de faire une analyse de risque. Mais en réalité, c'est un travail qui peut être fait aussi bien. Ouais, c'est ça. Ça peut être fait intelligemment, mais ça peut aussi être fait juste parce qu'on nous a demandé une analyse de risque. Et au final, on ne va pas prendre les résultats, on ne va pas les lire, ou alors ça a été mal fait. Et on est content de l'avoir et d'avoir un tampon dessus. Donc, Et puis, malheureusement, c'est souvent ça. Il faut en faire quelque chose. Il faut en absolument faire quelque chose. Sinon ça ne sert à rien. L'analyse de risque en elle-même ne servira à rien. Hormis à dire, bah oui, j'avais prévenu. C'est ça. Très souvent, hein, nous, ça s'arrête à la fin. C'est-à-dire l'analyse de risque, les recommandations ne sont pas implémentées pour diverses raisons dans une structure du coup efficace qui a mis un système de management de la sécurité de l'information. Normalement, les mesures qui sortent de ces analyses, elles sont prises en compte et elles sont suivies. Et si elles ne sont pas prises en compte dans les délais impartis, ça relève des alertes et il y a des comités, etc., etc. Ça, idéalement, c'est ce qu'on devrait. Grégoire, la formation des utilisateurs, je suis plutôt, on va dire, d'accord et pas d'accord avec toi. Je considère que chacun son métier et que l'utilisateur lambda qui travaille à la comptabilité, qui travaille au marketing, ne peut pas, même si on le forme, ne pourra pas être conscient réel de ce que ça implique. Si on se rappelle un peu la vulnérabilité des C-Shadow qu'il y avait à l'époque, un utilisateur standard usurpait le compte d'administration d'un Active Directory et demandait un TGT qui le faisait signer et puis qu'il était admin du domaine. Alors, un utilisateur standard, non. Un attaquant, oui, pouvait faire ça depuis un compte utilisateur sans droit. Je considère que l'utilisateur n'est pas à blâmer parce qu'il a cliqué, par exemple, sur un mail de phishing et que l'attaquant a pu prendre possession de son PC, mais plutôt que les équipes techniques auraient dû mettre en place les moyens palliatifs à ce genre de vulnérabilité pour pas que l'utilisateur puisse se retrouver déjà dans ce petit moment où on voit que ça vient de son PC, que ça vient de cet utilisateur-là, il se sent mal, il se sent gêné. Lien internet attaque président, ce genre de formation. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, je suis à moitié d'accord avec toi. C'est qu'en effet, il faut leur apprendre à pas cliquer n'importe où. Maintenant, je pense qu'il faut également éduquer et sensibiliser les personnes de l'IT, les techniciens qui mettent leur mot de passe admin sur l'ensemble des PC, on peut parler. Je sais pas ça, si Eric. Non, malheureusement, que par le chat. Alors, j'entends. Moi, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Grégoire. C'est qu'il y a plutôt plusieurs écoles là-dessus. Il y a plutôt l'école de Léo qui consiste à dire, en vrai, on a quand même pas mal de mesures techniques aujourd'hui qui nous permettent d'éliminer 90% des risques. Concrètement, sur votre Gmail, le filtre anti-spam, anti-phishing, il est tellement bon que vous en avez très rarement. Moi, j'avoue que je suis encore un peu de la vieille école là-dessus. Je considère encore que compte tenu de l'état des systèmes, des organismes, on n'en est pas à un moment où on peut considérer que c'est pleinement le ressort de l'IT. Je pense qu'on est encore dans une époque où la responsabilité est partagée et le rôle de la sensibilisation est extrêmement important parce que les utilisateurs, justement, peuvent nous sauver. Parfois, non seulement parce qu'ils peuvent éviter l'attaque, mais aussi souvent, et c'est ce que je vois chez certains clients, en fait, parce qu'ils remontent l'attaque. Souvent, comment on sait qu'il y a une attaque? C'est parce que des utilisateurs nous le remontent. Donc moi, c'est vrai que je pense que la sensibilisation a encore la part belle aujourd'hui, même si à terme, effectivement, se dire qu'on vit une société où il y a assez de technologie pour faire en sorte que l'utilisateur puisse se concentrer sur son métier et nous sur le nôtre qui est la sécurité, c'est vrai que ça serait le top. Mais aujourd'hui, je pense que on a encore besoin des utilisateurs, mais clairement, il y a des avis qui divergent là-dessus. J'ai déjà vu des débats sur ce thème sur LinkedIn. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un point de vue. C'est des points de vue, effectivement, ouais. Oui, typiquement, voilà, effectivement, l'exemple que nous donne Grégoire, qui est l'exemple du fournisseur qui a été piraté et qui va nous envoyer une facture avec un faux RIB. Bon, après, voilà, là, on est sur à cheval avec de la fraude. Et c'est de la cyber, c'est de la fraude, c'est un peu à cheval. Et là, oui, il y a que la sensible qui peut nous sauver. Et encore, on pourrait imaginer des solutions parce que
nous, on a certains clients, pour s'enregistrer chez eux, il y a une plateforme sécurisée pour envoyer le RIB. Et du coup, il y a une solution technologique qui fait qu'on ne s'envoie plus les factures, les RIB par mail. Il y a une plateforme sécurisée sur laquelle il faut se connecter, qui vérifie également la biométrie pour vérifier que c'est la bonne personne qui fait l'émission du virement. Ça vérifie même à quelle vitesse on tape sur le clavier pour vérifier que c'est bien nous et pas quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a des trucs quand même technologiques qui existent là-dessus. Mais effectivement, de la sensible, les PME, elles n'ont pas ce genre d'outillage aujourd'hui. Donc la sensible a encore la part belle et c'est pour ça qu'on en fait d'ailleurs. Aussi bien Léo que moi, on fait de la sensible et c'est une partie de notre métier. S'il y a d'autres petites questions, on a encore quelques minutes. Sinon, encore une fois, on vous met le support à disposition à la fin du séminaire, du webinaire. Normalement, on a vos emails. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir participé, de vous être connecté aujourd'hui pour ce premier webinaire qu'on a fait ensemble. Je pense que on reconduira l'expérience. C'est assez sympa de pouvoir échanger. On pourrait éventuellement imaginer le faire de manière plus officieuse, sans support, mais peut-être parler, interagir avec vous et vous faire intervenir dans le chat. Si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à nous le dire, soit dans le chat, soit par email. On vous remet nos adresses et puis on pourrait peut-être imaginer des Twitch ou des choses comme ça. C'est un peu nouveau ce format pour nous, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Léo, le mot de la fin? Non, bah écoutez, faites attention à vous, faites des audits réguliers, sécurisez vos infrastructures, et puis j'ai envie de vous dire, j'espère que je vous reverrai pas sur une cyberattaque. Et ben moi, j'espère vous revoir sur des audits. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, au revoir. Très bonne journée. À bientôt. Salut Léo, salut tout le monde. Salut Eric.